c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui sur le podcast de la loose, on reçoit Emeline, c'est la fondatrice de Tapote Freelance, donc Tapote Freelance ou TPF pour les intimes. C'est une communauté de nanas entrepreneurs. C'est une plateforme en fait qui a été créée donc par Emeline pour fédérer justement les femmes freelance pour rompre la solitude de l'entrepreneuriat, pour trouver des business friends, pour trouver du soutien, pour pouvoir poser des questions, avoir des réponses, pour se serrer les coudes justement dans les moments où c'est pas si facile tous les jours, et surtout aussi pour trouver des clientes. TPF, du coup, c'est une grosse plateforme en fait digitale où on peut retrouver plein d'événements en ligne, des masterclass, des ateliers, des petits événements aussi ponctuels tout au long de l'année. Il y a aussi des rencontres locales qui se font justement pour fédérer parce que c'est vraiment un réseau national. Il y a l'aspect digital, c'est très chouette, mais il y a aussi l'aspect présentiel qui est fort présent chez TPF. Et pour la petite anecdote, du coup, je fais partie de TPF depuis 1 an et demi à peu près, je dirais. Et depuis que j'ai intégré cette plateforme, ça a été un véritable game changer vraiment dans mon activité, dans justement tout le soutien que j'ai pu trouver, toutes les rencontres que j'ai pu faire. Donc, c'était évident pour nous, avec Clémentine, du coup, d'inviter Emeline sur ce podcast parce que on sait que créer une communauté en ligne, beaucoup essayent. Et beaucoup échouent aussi, il faut le dire. Donc c'était tout à fait l'idée de cette invitation. Et si tu voudras rejoindre la plateforme TPF, on te mettra le lien évidemment d'inscription dans la description de cet épisode. Alors bonjour Emeline, comment vas-tu ? Bonjour Lise, ça va très bien et je suis ravie que tu aies présenté TPF à ma place. C'est très agréable de ne pas avoir à le faire. Merci pour cette fabuleuse présentation. Parfait. Du coup, pour qu'on commence, on aime bien mettre les pieds dans le plat et briser un petit peu la glace. C'est un petit peu plus sympathique. Donc, on va faire un petit jeu de 10 questions assez rapides. La réponse, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas besoin d'expliquer, de justifier. Juste oui ou non. Et puis, voilà, ça va aller crescendo. Ça va être un petit peu sympa. Ok, est-ce que tu es parfait, prête ? j'adore. J'adore. Parfait. Première question. Est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que tu as déjà posté une FAQ en story et tu as eu 0 réponse ? Oui. Est-ce que tu as fait déjà une faute d'orthographe dans un mail, un post, etc. ? Oui. Est-ce que tu as déjà envié ou jalousé ou peut-être même détesté une personne qui réussissait là où au moment toi tu galérais plus dans ton business ? Non. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui. Est-ce que tu as déjà pleuré à cause de ton business ? Oui. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Oui. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions, tout ce que tu faisais ? Je peux nuancer ? Vas-y. Pas mes choix et mes décisions, mais remis en question d'autres choses, oui. Ok. Quel teasing, quel suspense. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie ou un recrutement, une formation ? Oui. Ok, et du coup, dernière question. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Non. J'adore le regard à chaque fois qu'on pose cette question, genre « Ah non, alors surtout pas, non ?» Là, j'avoue que la réponse est assez évidente pour la plupart des questions, tellement c'est... Je pense que ce serait presque mentir pour la plupart de dire... Enfin, ouais, bon, c'est assez évident en vrai. Je pense que c'est des trucs qu'on connaît toutes et tous. Yes. Ouais, mais c'est bien de le rappeler en fait. Ouais, clairement. J'adore cet exercice, ce petit jeu. Très bien pour entrer en matière. Ça met l'ambiance direct. On a dit, on met les pieds dans le plat. Nous, ce qu'on veut, c'est l'envers du décor. Donc c'est très chouette. Vous en tout cas, allez merci l'avoir. d'avoir Il n'y a participé pas de au jeu. souci.
Et du coup, pour revenir sur ce qu'on disait donc en introduction, donc tu as créé une communauté en ligne, donc TPF, et donc pour faire partie des membres depuis un bout de temps, tu avais partagé en début d'année 2024 que avec ta collègue donc Lisa, qui est cofondatrice aussi de TPF, vous aviez traversé une période un petit peu de down en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on t'a invité. On voulait justement que tu puisses nous raconter un petit peu la genèse déjà de TPF et tout ce que ça à générer derrière en termes de stress, en termes de fatigue, en termes de joie, de bonheur, etc. Que tu nous partages un petit peu tout ce que tu montres pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai, je montre les choses souvent après coup, mais pas forcément pendant que je suis dedans, surtout quand c'est des périodes compliquées, tout simplement parce que voilà, j'aime bien avoir du recul et que des fois je sais moi-même pas ce que je ressens sur le coup. Donc ouais, mais avec le recul, j'en parle avec grand plaisir parce que je trouve que c'est hyper important. D'où ma présence ici aussi. Pour ce qui est de TPF, alors la genèse du projet, en vrai, c'est parti de mon propre besoin quand j'étais freelance. Je ressentais de la solitude et j'avais juste trop besoin de m'entourer. Et donc, en vrai, j'ai créé le truc pour moi presque en premier lieu. Donc ça, c'est la genèse. Après, ce que ça a pu provoquer en termes de que ce soit challenge personnel, mais aussi développement personnel d'un point de vue un peu plus positif, et puis santé mentale aussi. Ça a été hyper varié, je pense, comme beaucoup de parcours entrepreneuriaux à partir du moment où ça fait un petit moment. C'est-à-dire que c'est que des hauts et des bas en permanence. Il y a à peu près jamais une période linéaire. Donc déjà, c'est une chose. Et après, les hauts et les bas ont été très différents depuis le début parce que les situations, les contextes, au final, ont été très différents d'une année sur l'autre. Au tout début, pendant 1 an et demi, j'étais toute seule. Donc c'était quand même très différent. J'étais toute seule, j'avais quasi zéro expérience en entrepreneuriat et très peu de compétences encore à ce moment-là parce que j'étais encore très jeune et que j'avais pas d'expérience salariée autre que alternance ou job étudiant avant. Donc je partais vraiment de zéro. Et du coup, malgré ça, je me suis quand même retrouvée du jour au lendemain quasiment à gérer des centaines de personnes. Et donc forcément, les challenges, on va dire l'attendu vs ce que je savais faire était, le gap était énorme et donc ça a généré déjà à ce moment-là un stress énorme et une pression de ouf parce qu'en plus on me regardait déjà faire entre guillemets vu que je faisais que du public building et tout. Et donc ouais, là il y avait cette pression là. Et donc pendant les 6 premiers mois, j'ai quand même malgré tout on va dire embrasser cette pression. Le mot est mignon pour ce que c'était. Et voilà, en fait, je suis restée, j'ai foncé tête baissée en me disant juste en fait, je sortais pas la tête du guidon, donc je me posais pas de questions quoi. Et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte, je me suis pris en fait les 6 mois de trop de pression dans la tronche, et donc j'ai fait un espèce de mini burn-out, et je mets des guillemets parce que ça n'a pas été diagnostiqué, mais pendant une semaine, je ne pouvais plus rien faire. Et voilà, j'ai joué à la Switch pendant une semaine, je ne parlais plus à personne et j'avais plus d'interaction et rien du tout, je ne pouvais plus rien faire, plus ouvrir mon ordi ni rien. Et après, je suis revenue petit à petit, et de là, une fois que ça t'arrive une fois, les fois suivantes, tu le vois un peu plus venir. Donc ça a été différent. Je me suis en plus fait accompagner, puis entourée, puisque Lisa, du coup, m'a rejoint 1 an et demi plus tard en tout. Donc à deux, c'est différent aussi. Tu extériorises plus les difficultés, les victoires. Donc il y a des choses qui sont évitées, je pense. Mais pour autant, même à deux, il y a toujours des gros hauts et des gros bas. Des grosses remises en question, on en parlait tout à l'heure. Pas forcément des choix et des décisions, mais c'est plus en termes de sens des fois, par rapport à notre écosystème ou des choses plus un peu plus global, je sais pas, bref, un peu plus généraliste. Ce mot est bizarre au pluriel, mais bref, voilà. Donc franchement, il y a eu plein de phases différentes. Si vous voulez me questionner sur un truc en particulier, n'hésitez pas, mais ce serait trop long de vous faire tout le process de toutes les émotions qu'il y a pu y avoir. Ouais, justement, j'aimerais bien rebondir déjà qu'on s'attarde un petit peu sur la période justement où tu étais seule, déjà pour commencer, et après peut-être on parlera plus des challenges que tu as rencontrés avec Lisa. Déjà sur la période où tu étais seule, si tu devais justement, donc tu nous as parlé de ce mini burn-out, en quelque sorte, est-ce que déjà de tu regrettes d'en avoir été jusque-là, ou est-ce que tu penses que c'était utile pour toi pour après derrière te permettre de te structurer, etc., de mettre en place de nouvelles choses? Et la deuxième question aussi qui me vient en tête, c'est est-ce que le fait d'avoir
foncé tête baissée entre guillemets vers cette situation-là, t'aurais pas pu le réaliser plus tôt à travers quelques signaux, tu vois, que peut-être ton corps t'avait envoyé ou ton entourage t'avait peut-être prononcé quelques mots, attention, ce genre de choses. Est-ce que tu penses que tu aurais pu l'identifier plus tôt? Oui, c'est sûr que j'aurais pu l'identifier et je pense même que enfin, je voulais pas me l'avouer, mais que je savais que ça allait arriver, mais que j'acceptais le fait que ça arrive, parce qu'en fait, ça m'était jamais arrivé encore. Donc, je pense que je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être dur rendu à ce stade, tu vois. À ce moment-là, ça m'était encore jamais arrivé. Quand tu sais pas, voilà, tu vois. Et du coup, oui, j'aurais pu certainement l'éviter quand même, malgré tout, si j'avais été plus lentement. Mais dans ma tête, à ce moment-là, c'était j'ai pas le choix. J'avais une telle pression que pour moi, j'avais pas le choix parce qu'en fait, j'avais des centaines de personnes qui attendaient, qui comptaient sur moi, etc. Et dans ma tête, j'avais pas le choix. Et en plus, il y avait la pression financière aussi. On en reparlera certainement. C'est une pression qui, dans mon parcours, a toujours été là. Et du coup, il y avait ça aussi. Donc, en fait, j'avais à ce moment-là décidé de lâcher mon activité de freelance pour me consacrer à TPF. Bah, fallait vite aussi que TPF puisse me faire manger, quoi. Donc, il y avait ça en plus qui s'ajoutait. Donc, je me laissais pas le choix. Et c'est ce qui a créé cette pression-là. Et même si j'aurais aimé l'éviter, à la fois, je sais aussi que ça m'a appris certaines choses et permis quand même derrière de rebondir et de pas reproduire certains schémas, parce qu'il y en a qu'on reproduit beaucoup trop. Mais voilà, ça m'a quand même aidé et fait grandir dans mon expérience entrepreneuriale. Donc, je peux pas dire que je regrette, mais ça a été très dur à vivre sur l'instant T. Ça a été, d'ailleurs, c'était la fameuse première fois où j'ai pleuré pour mon business, c'était cette fois-là, et où j'ai dit que je voulais tout arrêter aussi d'ailleurs. Donc voilà, et ça a été très dur sur le coup, mais aussi surtout très compliqué ok, comment je continue, parce qu'en soi la pression était la même, le challenge était le même après coup. Donc j'étais en mode comment je fais pour continuer, malgré le fait que maintenant j'ai traversé ça et que j'ai pas envie d'y retourner et tout ça, quoi. Donc après, c'est encore une fois par période, et puis on le sent plus venir, plus longtemps à l'avance, on écoute plus les signaux, et donc on va pas aussi loin, je pense, par la suite. Mais je sais pas si j'aurais aimé l'éviter, et ça fait partie du jeu aussi, malheureusement. J'ai l'impression qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui en arrivent pas à ce stade à un moment-là. C'est un peu presque un passage obligatoire, j'ai l'impression, et plus j'avance, plus je pense que c'est malheureusement inévitable. Donc je peux pas dire que je regrette vraiment, mais j'ai la chance que ça ait duré pas si longtemps que ça. Donc. Ouais. Et avec un peu de recul, du coup, est-ce que Pardon, excuse-moi Clémentine. Non. Avec un peu de recul, est-ce que du coup tu referais les mêmes choses à tes débuts, quitte à du coup en arriver de nouveau à cette situation-là, ou est-ce qu'il y a quand même des choses que tu modifierais? Il y a quelques petites choses, des petits détails que je ferais différemment, notamment, tu vois, par exemple, sur les outils digitaux, j'ai tardé avant de me pencher sur les outils digitaux qui pouvaient me faire gagner du temps, etc. Parce que vous avez vu en off juste avant mon degré d'amour pour la technologie, paradoxalement. Donc, du coup, par exemple, ça c'est un petit détail, mais qui, je pense, aurait pu me faire gagner du temps sur le coup et de la sérénité peut-être. Mais j'avais un blocage par rapport à ça. J'étais en mode non, j'aime pas les outils digitaux, ça me saoule. Et du coup, voilà, des petits trucs comme ça. Mais sur la globalité, le fait de me mettre à fond dedans et tout, en vrai, non, je pense que je referais pareil, parce que honnêtement, je pense que c'est grâce à ça qu'il y a le TPF qui existe aujourd'hui. C'est fondé sur les 6 premiers mois, en vrai. Enfin, une grosse partie, quoi. Ouais, du coup, oui, je me demandais, moi, ma question, c'était plutôt comment t'avais fait, enfin, parce qu'on parle de signaux, j'ai pas vu les signaux, etc. Mais c'était quoi les signaux? C'était comment t'as fait, en fait, pour te sentir submergée par la pression? Est-ce que c'était quoi en termes d'heures de travail? Est-ce que ça t'allait dans tous les sens? En fait, c'était quoi les actions que t'as mises en place qui t'ont amené là? Et c'était quoi les signaux que t'as remarqué après coup? Parce que finalement, sur le coup, je sais pas si tu les avais remarqués, mais c'est maintenant avec du recul, enfin même à ce moment-là, c'était quoi? Ce qui m'a concrètement dans le quotidien, ce qui faisait que j'étais surmenée, c'est que à part dormir, manger un peu, je faisais que travailler. Donc soir, matin, midi, soir, tout. Donc forcément, enfin il y a pas, voilà, je pense que n'importe quel humain pète un câble dans ces conditions-là. J'avais pas non plus de week-end, rien. Et c'était principalement ça. Et après, pour le coup, et c'est souvent le cas dans mes périodes de pression et de gros rush, je suis pas si éparpillée que ça, et c'est pas les moments où je suis le plus justement, où je suis le plus perdue, où je vais pas me poser de questions sur le sens, le machin. Voilà. Donc au final, pour le coup, c'est des périodes où je suis quand même efficace, etc. Parce que
j'arrive malgré tout à faire des trucs bien sous pression. J'ai un profil voilà, qui bosse bien sous pression. Mais c'était juste le plan santé mentale en fait qui posait problème. Pour le business, c'était que du bonus. Pour moi personnellement en tant qu'humaine, c'était pas que du bonus. Et les signaux derrière qui se font ressentir effectivement sur le coup, du coup, je sais pas si je les conscientisais, mais maintenant pour avoir reconnu d'autres périodes un peu comme ça aussi en plus par la suite, je les connais par cœur. Il y en a plein en vrai, il y en a plein. Il y a le fait de quand tu repousses le soir le moment du coucher parce que tu veux pas être le lendemain. Ça, c'est un gros signal red flag. C'est peut-être qu'il y a un souci. En fait, c'est parce que la soirée, c'est le seul moment où tu fais un peu autre chose que le business et du coup, tu as envie de prolonger ce temps au maximum. Et au final, tu te couches à 1h du mat juste parce que tu veux pas retourner déjà dans le business. Non. Voilà. Bon, là, il y a un petit souci. Après, bien sûr, il y a le côté... moi, je sais que l'un des premiers trucs, c'est j'oublie tout. J'oublie tout, tu sais, je vais faire des petites erreurs à la con, j'oublie les gens même. Enfin, tu vois, genre j'oublie de répondre à quelqu'un qui compte ou de, enfin, tu vois, il y a plus trop le sens des priorités qui à ce moment-là, des choses importantes de la vie, je veux dire. Donc ça. Et puis après, moi, c'est un truc plus intérieur aussi que j'écoute plus aujourd'hui qu'avant. Avant, pour le coup, je le ressens, enfin, je m'en rendais pas du tout compte, mais depuis que je travaille avec Lisa, j'apprends plus à écouter mes émotions, etc. Donc, maintenant, je le perçois aussi au niveau du ressenti physique. J'ai des tensions, voilà, dans les épaules. J'ai la boule, tu vois, dans la boule dans le ventre, des trucs comme ça, mais de manière un peu constante, tu vois, genre sur une grosse période. Et là, je sais que si ça dure, c'est normal de l'avoir 1-2 jours quand t'as un truc, mais dès que ça dure un peu, je me dis, oula, il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais, quand ça devient ta normalité d'avoir mal au ventre, d'avoir mal partout, c'est pas censé être normal. Même si c'est comme ça tous les jours, c'est pas censé être normal et c'est un signe qu'il y a peut-être besoin de se freiner. Ouais. Ok. Trop bien. Voilà, 3 exemples de signaux. Il y en a plein d'autres en vrai, mais c'est 3 exemples qui me viennent naturellement. Ok, ça marche. Ok, et du coup, donc t'arrives sur cette période, donc cette fameuse semaine où tu joues à la Switch. Très bien, t'as joué à quoi? Animal Crossing? Pas loin, c'était Story of Season. Un truc de farming aussi. Donc, ok, cette semaine, entre guillemets, te fait du bien. Sous-entendu, faire un été, entre guillemets, inévitable, elle te fait du bien, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine-là? Alors, ok, tu joues, tu dors, tu joues, etc. Mais est-ce que du coup, t'as forcément des pensées, t'as forcément des idées, t'as forcément des émotions? Est-ce que tu te rappelles justement de ce que t'as vécu sur cette semaine-là, à peu près? Et ben justement, je crois que, en tout cas, le souvenir que j'en ai, c'était peut-être pas le cas sur l'instant T, mais le souvenir aujourd'hui que j'en ai, c'est que j'ai l'impression que mes pensées se sont complètement arrêtées pendant une semaine, que j'étais même plus capable de penser, et qu'en fait, alors émotion, oui certainement, et encore que je pense que je m'étais aussi un peu coupée, mais vraiment, enfin c'est comme si tout était coupé, qu'il y avait plus rien du tout. Ouais, moitié. Enfin, je me souviens juste de moi. Complètement. Ouais. Je me souviens juste de moi sur le canapé à jouer à la Switch et justement pour occuper mes mains, mes yeux, tout, et que je pensais à rien. Et je me souviens que de ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui fait que au bout d'une semaine, là justement, où t'étais tranquille à la Switch en train de farmer tranquillement, qu'est-ce qui fait que tu te dis bon bah là il faut faire quelque chose. Enfin, je peux pas rester comme ça trop longtemps non plus, quoi. Bah, je pense que, comme je disais, je pense qu'il y a ce truc de donc la raison qui me faisait dire bah si tu veux plus être dans cette situation, il faut faire quelque chose. En fait, il faut passer par le passage à l'action. Donc, je sais plus exactement quelle a été ma première action pour en sortir, mais je sais que je savais que si je ne faisais rien, il y a rien qui allait changer. Donc, je suis passée par ça. Et puis après, je vivais pas seule aussi à ce moment-là. Et juste le fait d'avoir coupé complètement autant mon cerveau pendant une semaine, plus bah, j'avais quand même des interactions avec mon copain de l'époque. Donc j'avais sans doute, je m'en souviens pas honnêtement pour le coup des conversations que j'ai pu avoir avec lui à ce moment-là, mais c'est probablement qu'il y en a eu quand même et qui m'a un peu aidé, soutenu, parce que ça se passait très bien. Donc voilà, le mix des deux a fait que petit à petit, mais ça a pas été du jour au lendemain, hop, je suis revenue tout feu tout flamme comme une semaine avant, tu vois. Ça s'est vraiment fait petit à petit par des micro-actions, je suis revenue petit à petit et en essayant de pas me remettre complètement en rouge. Et il y a quand même un truc auquel je pense là, qui me vient, qui n'a rien à voir avec le business, mais bah du coup, ça a coïncidé. Attends, que je te dise pas une connerie.
Non, je te dis pas de conneries. Ça a coïncidé avec le moment où j'ai décidé de me séparer de mon copain de l'époque. Et je pense que mine de rien, ça m'a aussi, tu sais, happé la tête sur autre chose. Et donc du coup, il y avait une forme d'équilibre. C'est un peu bizarre, mais la rupture s'est très bien passée, donc c'était smooth. Mais du coup, ça fait que je pensais plus seulement au business, mais aussi à ma vie perso d'un certain côté. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça m'a aussi aidé à trouver un équilibre, tu vois, je pense. Ok. Ouais, d'être obligé de focus ton cerveau sur autre chose plus personnel et tout, ça a permis de segmenter un petit peu en fait où était ton attention et de remonter un petit peu la pente finalement. Ok, trop intéressant. Ouais, c'est ça. Je mets juste un petit disclaimer pour les auditrices et les auditeurs. On n'est pas en train de dire qu'il faut quitter vos conjoints ou vos conjointes. Hein. On est juste en train d'expliquer le parcours d'Emeline, ok? C'est pas un passage obligatoire, hein, commencez pas. Hein. Ça sera plein de couples qui partent en couille après cette interview. Allez, le podcast de la loose, c'est parti. Alors plus sérieusement, donc du coup, tu as cette période, donc ta semaine, on va dire off, tu te remets en selle, etc. Est-ce que du coup, déjà à ce moment-là, tu as mis en place des choses pour éviter de reproduire les erreurs que tu avais pu faire un peu avant? Ou est-ce que tu es reparti dans le même rythme en fait que ce que tu avais eu l'habitude de connaître? Non, en fait, c'était différent parce que à ce moment-là, ça faisait quand j'ai eu ma semaine là, voilà, ça faisait seulement 2 ou 3 semaines que j'avais intégré un incubateur qui m'accompagnait du coup vraiment. Donc j'étais plus vraiment seule. Enfin, j'étais seule dans la boîte, mais tu vois, j'étais accompagnée. Et du coup, à la suite de ça, en fait, le fait qu'ils acceptent de m'accompagner, etc., a été validé. Donc ça m'a redonné un petit coup de boost aussi. Et du coup, j'étais plus solo. Donc en fait, il y a aussi ça qui m'a aidée, c'est que non seulement eux m'accompagnaient, mais aussi dans l'incubateur, j'étais avec d'autres entrepreneurs qui vivaient la même chose que moi. Donc forcément, ça m'aidait et j'avais déjà plus ce truc de j'étais seule face à moi-même et face à des centaines de personnes, voilà. Donc je pense que c'est ça le principal truc qui a joué et qui m'a permis de remonter la pente, c'est l'entourage du coup qui s'est créé à ce moment-là, quoi, clairement. Je sais pas du coup si Clémentine, t'avais plus l'aspect analytique mindset, justement, peut-être comment ça a impacté en termes de confiance en soi, ça je te laisse en parler parce que moi c'est clairement pas mon domaine, mais... Yes. Ouais, il y a cette histoire de confiance en soi et puis tu dis parce que tu t'es pas remis en selle du jour au lendemain, donc ça a pris combien de temps aussi? Enfin, comment ça a process, même si tu te souviens peut-être pas de tout évidemment, mais comment tu t'es sentie à ce moment-là et comment tu t'es dit est-ce que je vais réussir à remonter en fait parce que tu dis il y a des gens qui m'attendent, alors il y avait peut-être ça derrière aussi puis le côté financier, tu t'en as parlé tout à l'heure, mais ça a été quoi le process? Quelle pensée t'as pu avoir sur toi? Parce que je sais que dans ces moments-là, on peut être assez infect avec soi-même, pas très encourageant avec soi-même, d'où l'intérêt de l'entourage, mais ouais, du coup, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Alors honnêtement, je saurais pas te dire comment je me traitais, mais probablement mal, voilà. Mais je saurais pas te dire précisément quels mots je me disais, donc je vais pas en inventer. Par contre, par rapport à ce que tu me demandais au début, attends, j'ai oublié, mais il y a un truc qui m'est venu. Tu disais qu'il y avait aussi justement l'impact financier derrière. Vu que j'ai rompu à ce moment-là, moi, je suis retournée vivre chez mes parents à ce moment-là. Donc là, pareil, il peut y avoir des impacts en termes de mindset, de remise en question personnelle, etc. Mais du coup, ça m'a enlevé un poids financier. En fait, j'ai fait aussi ce choix-là parce que, en vrai, j'avais pas le choix. Personne allait vouloir de moi alors que je ne gagnais pas ma vie pour payer un loyer, voilà. Mais au-delà de ça, c'était aussi un choix conscient de me dire, au moins chez mes parents, j'aurais plus la pression financière. Je me laisse tant de temps où, du coup, j'ai pas la pression financière. Ils étaient OK pour m'héberger et comme ça, je peux développer TPF plus lentement entre guillemets, en tout cas tu vois, pas dans l'urgence absolue, et du coup je pense que ça a enlevé un petit peu de pression financière que de retourner chez eux et de plus avoir de charges finalement, enfin c'est même sûr. Donc d'ailleurs je dis souvent que sans mes parents TPF ne serait plus là, tout simplement pour cette raison là. Donc voilà, je pense que ça a joué. Et après ouais non, je sais plus exactement comment je me parlais, je suis pas sûre que ça ait joué énormément sur ma confiance en moi parce que j'avais pas en fait, j'ai pas vécu cette semaine-là comme un échec ou quoi, tu vois. Genre, c'était juste en mode ah putain, c'est dur, tu vois. Je ressentais plus, en tout cas avec le recul, j'ai plus l'impression que j'étais juste en mode en train de me dire c'est dur et chercher des solutions pour aller de l'avant que de ruminer, etc., etc. Ok.
Ça marche. En plus, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que tu l'as vécu comme un échec? Donc, tu as répondu direct. Parfait. Même pas besoin de poser la question. Trop forte. J'ai lu dans tes pensées. C'est ça. Quelle connexion. C'est magnifique. Juste pour clôturer cette partie, donc cette première partie de ta vie avec TPF, si tu avais peut-être juste un conseil à donner pour des gens qui potentiellement pourraient se reconnaître en fait dans ton histoire, un petit conseil à leur donner là maintenant de suite pour justement soit ne pas tomber de l'autre côté, soit justement relever la barque avant, et s'ils sont en train de tomber, ben ok, comment on fait pour repartir après, quoi. Honnêtement, je pense que sur le plan santé mentale, j'ai pas de conseils miracles à donner. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est très dur de s'impliquer beaucoup dans son business sans passer par une phase surménage. Donc, je pense que je suis pas du tout bien placée pour donner un conseil là-dessus. Mais je pense que si je fais le lien avec ce qui, au final, m'a le plus pesé, même après ça, tu vois, depuis en tout sur les 3 ans, ce qui m'a le plus pesé et qui a le plus causé le surménage, c'est quand même la pression financière, au final. Donc, j'ai envie de donner un conseil par rapport à ça, qui est lié à une erreur que moi, j'ai pu faire par le passé, et du coup, notamment cette année-là. C'est de sous-estimer la valeur de mon travail. Et tu vois, cette année-là, je vendais TPF 35 € l'année. C'était n'importe quoi, tu vois. Waouh. Mais oui. Après, c'était parce que c'était aujourd'hui, tu vois. Il y avait pas tout l'existant, c'était pas sur la plateforme actuelle et tout. Mais bon, tu vois bien le souci, quoi. Donc c'était n'importe quoi. Et en fait, même sans aller aussi bas, il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment la valeur de leur travail. Or, même si on entreprend par passion, même si on entreprend avec des valeurs humaines, éthiques et tout ce que tu veux, vouloir gagner de l'argent, c'est la base de l'entrepreneuriat. Sinon, c'est un hobby, mais c'est pas de l'entrepreneuriat. Donc, je dis pas qu'il y a que ça dans le fait de vouloir entreprendre et c'est pas forcément la raison number one, mais en fait, sans ça, ça tient pas dans la durée. Donc, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est du coup de me mettre dans la sauce à ce niveau-là. Et derrière, de devoir ramer jusqu'à encore aujourd'hui pour rattraper cette erreur de base du démarrage, tu vois, et qui, au final, du coup, m'a causé encore à d'autres reprises derrière, et cette fois-là aussi, cette pression de non, je peux pas m'arrêter, en fait. Je vais pas m'arrêter alors que je gagne pas encore l'argent qu'il me faut pour manger, tu vois. Et en fait, ça a toujours été ça, le centre du nœud. Donc j'aurais envie comme conseil, de donner aux personnes, enfin de dire aux personnes qui peuvent se retrouver là-dedans, de jamais sous-estimer l'importance de vendre, en fait, tout simplement, de vendre et à juste valeur, parce que en fait, sans ça, le business, on peut s'amuser, on peut faire des trucs sympas sur le plan humain, mais dans la durée, ça risque de jouer aussi jusqu'à la santé mentale. Donc voilà. On va essayer de dérouler un petit peu plus loin cette histoire-là, parce que à plusieurs reprises, tu as mentionné le fait que forcément l'aspect financier, tu as joué des tours justement plusieurs fois et potentiellement de manière différente. Si on déroule un petit peu plus l'histoire de TPF, qu'est-ce que tu as pu justement rencontrer par la suite comme galère ou comme échec qui ont été soit liés avec l'argent, soit liés à d'autres choses? Et ben, suite à ça, le premier truc qui me vient, c'est je me suis lancée, quand j'ai commencé à être accompagnée, du coup, dans le développement d'une application. À la base, je voulais avoir une appli TPF. Donc, bon, on n'a pas lancé le dev en vrai, mais on a lancé le projet de développer l'application. Donc, j'ai fait toutes les maquettes, les schémas, enfin les comment on appelle ça, trucs interactifs là où tu peux sur Figma là. Bon, bref, peu importe. J'ai vraiment lancé le process de créer l'application et j'ai travaillé dessus pendant au moins 1 mois complet, tu vois. Bon, j'animais la communauté, etc. en parallèle, je faisais pas que ça, mais quand même, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai fait des user tests, etc. avec des membres, enfin voilà. Tout ça pour arriver à la maquette finale et le moment de recevoir les devis de la part des agences, ce soit mais hors de prix, mais vraiment hors de prix, pour faire quelque chose qui permette à TPF de faire ce qu'on fait là aujourd'hui sur la plateforme qu'on a, tu vois, c'était vraiment voilà. Donc ça a été le premier truc financier où je me suis dit bon, bah il y aura pas, il y aura juste pas ce que je voulais, tu vois. Il faut faire avec, ou sans plutôt. Mais du coup, tu vois, ça a été un mal pour un bien, parce que à ce moment-là, je me suis plus tournée vers les outils existants, chose que j'avais pas pris le temps de faire avant. Donc tu vois, erreur, parce qu'en vrai, il y avait quelque chose d'existant qui était parfaitement adapté.
Et du coup, ça m'a coûté beaucoup moins cher et j'ai pu développer TPF sans mettre 100 000 balles dans juste un MVP, tu vois. Donc finalement, c'était encore une fois un mal pour un bien. Mais ça a quand même été une petite claque de bosser autant de temps dessus et d'imaginer qu'il y aurait notre propre solution et que finalement, bah non, on n'aura pas notre propre outil. Donc, et c'était finalement lié aux ressources financières là aussi. Et après, par la suite, bah, les plus gros challenges liés aux finances, mais pas que, ça a été la délégation à chaque fois. Parce que bah, déjà, ça a un coût, donc forcément, financièrement, on y mettait. Enfin, souvent, c'était bah, tant pis, je repousse ma rémunération à moi parce que je l'ai pas précisé, mais je me suis pas payée pendant les 2 premières années. Donc c'était à chaque fois, bah, je repousse ma rémunération à moi pour pouvoir déléguer à des gens des choses et essayer d'avancer plus. Enfin, tu vois, investir quoi. Sauf que la plupart du temps, les délégations ont foiré. Donc en fait, ça a été que de l'argent de perdu entre guillemets parce qu'on apprend toujours quelque chose. Mais et puis sur le plan humain, pour le coup, ça s'est toujours très bien passé. Donc j'ai rencontré des super personnes, mais ça a pas donné ce que j'imaginais pour les résultats. Donc du coup, ça a toujours ça nous a toujours mis dans la difficulté au final derrière, financièrement aussi. Donc tu vois, et délégation, c'est échec sur échec, clairement. Et est-ce que du coup tu sais identifier pourquoi? Qu'est-ce qui coince justement? Malheureusement, j'ai pas un truc où je me dis bah c'est sûr c'est ce truc-là et du coup la prochaine si je règle ce problème-là ça marchera. Malheureusement non. Je pense que il y a eu plein de facteurs à chaque fois différents. Il y en a où c'est parce que je me suis lancée dans une délégation sans assez cadrer en amont pourquoi je veux déléguer ça, quels résultats sont attendus, etc. Ça c'était plutôt les premières délégations. Par la suite, c'était beaucoup plus clair au niveau de ce qu'on voulait déléguer en mission, en résultats qu'on voulait obtenir, etc. Et là, pour le coup, je pense que ça a été plus dû à, je dirais alors il y a sûr et certain, il y a un manque de lâcher prise de ma part, ça c'est sûr, il faut être honnête. Mais il n'y a pas que ça, je pense que de toute façon, ouais, encore une fois, c'était plein de facteurs. Il y a aussi des personnes pour qui ça a été lié à leur propre expérience entrepreneuriale, parce qu'au final, c'était des freelances, donc elles aussi, elles ont des hauts, des bas, etc. Et j'ai 2 personnes à qui j'ai délégué des choses qui, en fait, étaient en gros down de leur côté. Donc, bah, c'est difficile à gérer parce que tu te sens impuissante et voilà. Donc, voilà, ça dépend. Franchement, ça dépend des délégations, mais globalement, en termes de résultats vraiment, ça a été des échecs. Ok. Et justement, en termes de délégation, parce que tu disais j'ai du mal à lâcher prise, c'est quoi? J'imagine, parce que j'entends beaucoup chez les entrepreneurs, ouais, c'est dur de déléguer parce que déjà c'est ton petit bébé à toi, c'est toi qui as toujours tout fait. Et là, d'un coup, il va falloir en plus faire confiance à quelqu'un d'autre qui connaît pas forcément ce que toi t'as dans la tête, ce que t'aimerais que ça soit bien cadré. Enfin, donc ça s'est passé comment, ouais, dans ta tête, genre par rapport à la délégation, comment tu l'as vécu entre guillemets ce choix-là? Bah, alors déjà, moi je considère pas que TPF c'est mon bébé. Je fais vraiment une grosse différenciation entre la boîte et moi. Le seul problème, c'est que TPF est lié à moi de par mon image, puisqu'on utilise le personal branding depuis le début, etc. Et là où ça va me déranger du coup des fois dans la délégation, c'est qu'en fait j'ai l'impression, en tout cas, voilà, c'est le sentiment que j'ai, et je pense que c'est en partie vrai, que quelque chose qui me plaît pas, par exemple pour la com, tu vois, quelque chose qui me plaît pas, qui va être publié sur TPF, peut ternir ma propre image à moi, mon visage, ma réputation, etc. Donc ça, je pense que c'est une chose, parce qu'en fait, du coup, c'est pas juste TPF, c'est aussi mon image qui dépend de ce qui est publié sur TPF, et de son lié. Donc c'est là où, des fois, ça peut être un peu, bah, t'as envie d'avoir un peu le contrôle, parce que bah, c'est quand même toi, quoi. Donc il y a ça. Et puis après, il y a aussi le fait que j'ai souvent essayé de déléguer, au final, des choses qui étaient dans ma zone de génie. Et en fait, déléguer quelque chose que tu sais très bien faire, bah, tu as un niveau d'exigence qui est très très haut. Et du coup, je pense que si je devais redéléguer quelque chose, ce serait plutôt quelque chose, justement, c'est pas du tout ma zone de génie, ou en tout cas pas ma zone de kiff, pour lâcher prise. Tu vois, je sais que par exemple, le site web, c'est une délégation qui roule depuis, bah, même avant que Lisa arrive, tu vois, donc ça va faire au moins 2 ans que je délègue à Gaëlle le site web. Pour le coup, c'est pas du tout ma zone de génie, pas mon kiff, pas machin. Il y a aucun souci. Vas-y, fais, je te fais confiance. Prenez tu fais tout. comme tu peux. Voilà, fais de ton mieux, il y a pas de souci, non, tu vois, et ça se passe bien. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça, en fait, selon ton niveau d'expertise sur le sujet que tu veux déléguer,
est plus ou moins exigeant. Et donc moi, vu que il y a certaines choses que j'ai essayé de déléguer où c'était vraiment mon expertise, c'est très difficile aussi d'accepter que ce soit pas fait comme toi tu le ferais, du coup, dans ces moments-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Autant déléguer des trucs que t'aimes pas du tout, c'est allez-y, prenez, je m'en fiche, surtout Ouais. prenez-les vite. Grave. Mais par contre, oui, quand c'est quelque chose qui te tient à cœur, enfin, et que tu sais faire en plus, c'est un peu à contre-cœur finalement que tu délègues ça. Je me dis, t'es là, genre ça va me faire gagner du temps, mais en fait, ça te manque au final, j'ai l'impression. Et Mm. puis, quel est l'intérêt de déléguer une tâche si c'est pour derrière recontrôler, revérifier, repasser dessus, etc. Au final, tu perds plus de temps qu'autre chose, donc ça Complètement. peut s'expliquer aussi. Et du coup, parce que donc tu nous as parlé quand même de ces délégations-là qui ont foiré, mais il y a quand même une délégation qui n'a pas foiré, puisqu'elle est encore là, c'est Lisa, mine de rien, parce que ok, vous êtes aujourd'hui associées, enfin les cofondatrices de TPF, etc., mais ça reste de la délégation, quelque part. Ouais. Ouais, carrément, parce qu'effectivement, elle est arrivée ça faisait déjà 1 an et demi, du coup, que le projet a été lancé. Donc, ça s'est fait petit à petit le dispatch des tâches, finalement. Donc, effectivement, il y a à chaque fois une phase de délégation, pour qu'elle prenne le relais sur les tâches où c'est plus pertinent que ce soit elle. Donc, ça s'est fait vraiment petit à petit. Et pour le coup, oui, ça a toujours très bien fonctionné, justement, je pense, parce que ça s'est fait petit à petit. Et je pense que toutes les autres délégations, c'était trop d'un coup. Trop d'attentes aussi dans le truc et tout. Alors que là, Lisa, alors d'une part, elle est arrivée pour créer les séjours parce que je les avais dans la tête, mais il y avait rien de fait concrètement. Et je lui ai dit, je lui ai donné ma vision par rapport à ça, comment je voyais le truc, mais après c'est elle qui a pu créer de A à Z le truc. Donc il n'y avait pas vraiment de délégation pour le coup là-dessus, c'était plus juste transmettre ma vision par rapport au truc. Et pour le reste, les tâches plus opérationnelles qui étaient déjà processisées et qu'il fallait juste déléguer, ça s'est fait vraiment brique par brique. Donc à chaque fois c'était peut-être que là si toi ça te parle, parce que moi ça me saoule, et genre en fait on n'aime pas les mêmes trucs, donc à force tu vois, quand je fais un truc et je sais que moi j'aime pas et je me dis je suis sûre Lisa ça elle va kiffer, je vais lui demander, je lui demande, elle me dit ah bah ouais de ouf, donc voilà, ça s'est fait comme ça, tu vois, assez facilement, parce que finalement à force tu sais un peu ce que l'autre aime, machin, et donc dès que je suis en train de faire un truc qui me saoule et où je me dis bah Lisa elle pourrait kiffer, je lui propose, et voilà. Et si jamais il y a des choses où c'est pas le cas, où il y en a aucune de nous deux qui kiffe, soit on simplifie, on essaye de trouver une solution pour qu'il y ait quasiment pas à le faire, soit du coup on a essayé de déléguer, mais ça c'est pas pareil, soit on se dit on se discipline à le faire, on peut pas aimer 100% de nos tâches, et voilà, on se bouge le cul une fois de temps en temps pour faire ce qu'on aime pas, quoi. Si vraiment il n'y a pas le choix. C'est ça. Ok, et donc du coup, la Lisa rentre, on va dire, dans TPF, etc. Et en tout début d'interview, tu disais que justement, quand t'étais seule, t'avais pas forcément les mêmes défis, les mêmes challenges que depuis que t'es à deux, du coup, avec Lisa. Est-ce que, depuis que vous bossez ensemble, justement, à quels échecs vous avez été confrontés, ou du moins à quel blocage vous avez été confrontés toutes les deux que tu n'aurais jamais eu si t'avais été toute seule, par exemple? La structuration, parce que je pense que quand t'es solo, alors il faut toujours un peu de structure, mais il n'y aurait sans doute pas eu besoin d'autant. Et du coup, il y a 1 an de ça, on s'est fait accompagner pour structurer la boîte. Et ça a été un énorme challenge, parce que moi, de base, il faut savoir que je suis pas quelqu'un de structuré. Enfin, je suis structurée dans mes pensées, mais pas organisée dans les faits. Et du coup, je pense que ça a été un challenge qui était dû au fait qu'on soit deux, et que en plus Lisa a un profil inverse à moi, donc elle a besoin de cadre, d'organisation, etc. Donc tout l'inverse. Et du coup, il fallait absolument qu'on arrive à avoir quelque chose de plus processisé, cadré, tout ça. Donc ça, c'était un gros challenge du fait d'être deux. Et puis sinon, le fait de devoir se payer à deux, hein, on va pas se mentir, sortir deux REM plutôt qu'une, c'est le plus gros challenge qu'on ait jusque-là, je pense. Et après, voilà, en vrai, nous, sur le plan humain, on n'a pas trop de challenge parce qu'on communique tellement qu'on a la chance que ce soit hyper fluide après, sur le plan humain, fonctionnement au quotidien, etc. On se dit tout, il n'y a pas de filtre, c'est assez fluide. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire. Je me disais, comme tu dis que vous êtes très différentes l'une de l'autre,
Est-ce qu'en termes de communication, enfin parce que des fois ça peut fighter justement un petit peu, s'il y en a une qui est très organisée, très structurée, un peu comme Lise, et moi qui suis un peu plus pareil, voilà, je sais ce que je vais faire, mais tranquille quoi. Du coup des fois ça peut voilà créer quelques tensions. Donc toi tu dis en termes de communication finalement ça s'est bien passé, vous avez trouvé votre rythme de croisière toutes les deux quoi. Ouais, clairement. Et puis je pense que vous, c'est peut-être un peu différent vu que vous avez lancé le projet ensemble. C'est vrai que moi, comme j'étais déjà là de base, je pense qu'il y a une posture différente aussi en tout cas au début plus, d'adaptation de la part de Lisa. Et au fur et à mesure, c'est moi aussi qui ai appris à plus m'adapter à elle. Mais tu vois, ça s'est équilibré après. Donc ouais, finalement, ça s'est fait hyper naturellement grâce à la communication, parce que pour le coup, on sait toutes les deux se remettre en question et mettre notre ego de côté, pour le bien de la boîte et voilà. J'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu sur la partie financière. Alors, on n'est pas là pour que tu nous déballes les bilans comptables de TPF, hein, loin de là. Mais du coup, tu l'as mentionné, pendant quasiment 2 ans, toi, tu t'es pas rémunéré. Mmh. Ensuite, tu as Lisa qui est arrivée, il fallait assurer la rémunération de 2 personnes sur un business model qui consiste à faire payer un abonnement mensuel avec ou sans engagement. Comment on s'y retrouve là sur cette pression financière justement? Comment on gère le flux d'abonnements, de désabonnements, etc. Et tout ce qui va avec d'un point de vue charges à payer, etc. Mmh. Alors on s'y retrouve pas. La première réponse que j'ai envie de te faire, c'est on s'y retrouve pas. Je dis pas qu'on s'y retrouvera jamais, mais à l'heure actuelle, on s'y retrouve pas. Donc il faut déjà partir de ce contexte-là, c'est-à-dire que ça s'améliore petit à petit, mais que encore ce matin, on regardait les tableaux financiers et on est tout juste à quelques centaines d'euros près. En gros, on serait à l'équilibre pour nos 2 salaires, mais c'est même pas encore tout à fait le cas. Tu vois. Donc sachant qu'on n'a pas non plus 10 millions de frais pourtant autres, tu vois. Enfin, en vrai, ça monte vite parce que tu as les frais voilà, mutuels, assurance et compagnie. Les outils, on a un stack de, je sais pas, 15 outils, donc on a 600 euros d'outils tous les mois. Enfin, tu vois, ça monte quand même vite. Mais c'est juste aussi qu'on fait pas un chiffre monumental parce qu'encore une fois, on est parti d'un prix, d'un tarif de notre offre qui était extrêmement bas alors qu'on fournit énormément de travail. Donc en fait, juste c'est une question de rentabilité. Donc après, maintenant, on augmente le tarif palier par palier pour les nouvelles arrivantes à chaque fois. Ça impacte jamais les filles qui sont déjà membres. Mais ce qui nous permet petit à petit de un peu plus s'y retrouver. Voilà, à part juste réaligner le prix à ce que à ce que vaut notre offre. Pour l'instant, on n'a pas d'autres solutions miracles. Après, la gestion des abonnements, nous justement, comme tu disais, au début c'était mensuel. Enfin, ça a été non, d'ailleurs au tout début c'était annuel quand c'était 35 € l'année là. Mais bon, c'était complètement différent. C'est pas le TPF qu'on connaît aujourd'hui. Mais le TPF qu'on connaît aujourd'hui au début était mensuel ou annuel, voilà, sans engagement. Et en fait, tu vois, il y a un mois de ça, on est passé en annuel obligatoire, enfin annuel ou rien en gros. Donc pareil, pas pour les anciennes membres, mais pour les nouvelles arrivantes. Ce qui nous permet de pouvoir se projeter un peu plus sur l'aspect financier, de pouvoir aussi, en termes de gestion, en avoir moins tout simplement, ça fait moins de transactions, donc moins de gestion. Voilà, c'est pour simplifier, on va dire, et puis pour des raisons aussi pour la communauté, le bien de la communauté en elle-même, community builder, la community builder en moi sait que c'est mieux d'avoir des personnes qui restent sur le long terme. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, mais d'un point de vue technique, ça se gère bien. D'un point de vue financier, ça se gère de mieux en mieux, on va dire. Et comment du coup est-ce que vous êtes en arrivé à avoir cette idée justement du coup de passer sur un plan uniquement annuel? Parce que moi ça fait un peu plus d'1 an et demi je crois que je suis sur TPF, donc j'ai vu un petit peu certaines évolutions, mais du coup vous comment ça s'est processisé étape par étape aussi ou peut-être d'un point de vue émotionnel de se dire on essaye un truc, on voit si ça marche mieux, ça marche pas forcément mieux, donc on va essayer d'autres choses, etc. Comment vous l'avez vécu ça? Lisa va beaucoup rigoler quand même à avoir cette question. Alors je vais être 100% honnête, il n'y a pas eu de process, ça a été du jour au lendemain. Parce que en fait moi j'étais en voyage et mon voyage s'est transformé en voyage introspectif vu que les résultats en début d'année, tu sais, t'en parlais au tout début, on a eu une phase sur le plan personnel et financier un peu compliquée en début d'année. Et du coup, j'étais tout simplement pendant mon voyage en mode introspection de si on veut quelque chose de différent et que les choses aillent différemment, il faut agir différemment. On peut pas rester dans la même situation et vouloir des trucs différents. Donc, tout simplement, je cherchais quel twist on allait faire, mais gros twist, tu vois, qui pourrait potentiellement changer la donne. En fait, sans être sûr que ce soit le cas, mais en fait, il faut tester.
il y a un moment où il faut essayer pour savoir. Donc c'était un peu dans cette optique-là, et pour être honnête, c'est sur le voyage retour. En 1h30, j'ai pondu une note que j'ai appelée Révolution TPF, et j'ai fait le plan des 3 prochains mois. Et le lendemain, je voyais Lisa, je lui ai exposé le truc, je lui ai dit t'en penses quoi? Elle m'a dit let's go. Et c'était début mai, un mois plus tard, on passait à l'année. Voilà. Et entre-temps, c'était surtout gérer la partie technique, enfin justement, anticiper la gestion que ça allait donner, la communication aussi autour de ça. Mais il n'y a pas eu de... Pour le coup, il y a des gens qui nous disent « Ah, super courageux et tout ». Non, bah, on n'a pas ressenti ça comme une difficulté, à part sur le plan technique, gestion et tout. Mais sinon, en fait, on est tellement hyper alignés avec ça qu'il n'y a pas eu de questionnement particulier. Génial. Et d'un point de vue extérieur, du coup, est-ce que vous avez du feedback justement sur comment ça a été perçu, ce changement un petit peu inopiné pour le coup, autant au niveau des alors je pense qu'au niveau des membres de TPF, tout le monde est relativement très bienveillant, et vu que ça impacte pas les membres qui sont déjà présents, je pense pas que tu aies du feedback à ce niveau-là, mais peut-être d'un point de vue extérieur, est-ce que ça a été bien perçu, est-ce que ça a été bien reçu, est-ce que vous avez dû faire face à d'autres problématiques que vous n'aviez pas envisagées ou pas? Alors ça fait qu'un mois, donc on a encore peu de recul, mais on a tendance à penser que ça rend les choses plus difficiles pour convertir. Après, nous, on est dans l'optique aussi, là, vu qu'on va réaugmenter le prix en juillet de manière assez conséquente, on sait que de toute façon, on va moins convertir en quantité, et on a plus envie de justement plus avoir à faire de la quantité en masse pour pouvoir avoir des résultats qui soient suffisants. Donc, on s'en fiche un petit peu, enfin c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est pas grave s'il y a des personnes qui, à cause de ça, décident de pas venir. Soit en soi, nous on estime que le prix, même sur l'année, n'est pas pour ce que pour ce que c'est, n'est pas du tout déconnant. Donc on estime que ça reste quand même accessible pour ce que c'est. Après, on sait qu'il y a une réalité financière qui fait qu'il y en a qui n'ont pas les moyens. On a essayé de diviser le paiement, enfin de proposer un paiement plusieurs fois. Parce que ça, on était complètement OK avec ça. Mais malheureusement, c'est pas possible techniquement, si c'est un abonnement. Donc, en fait, on n'a juste pas le choix. Donc, on s'est pas posé 1000 questions. La façon dont ça a été reçu, c'est juste ça, en fait. Enfin, ça a pas été par des mots, forcément. Enfin, il y a quelques personnes, tu vois, qui nous disent « Ah, bah, dommage que j'ai loupé le coche pour le mensuel. Vu que c'est annuel, je vais réfléchir plus longtemps. » Je pense que les gens ont besoin de plus de réflexion avant de passer à l'action. Mais en tout cas, ça n'a pas été mal reçu. Enfin, on n'a rien reçu de négatif par rapport à ça non plus. Mais on sait que, voilà, il y en a pour qui c'est juste moins accessible de payer en une seule fois. Et ça, en vrai, ça nous fait chier. Ça nous fait chier que ce soit moins accessible, mais il n'y a pas le choix. Donc, voilà. Ouais, à un moment, il faut penser à vous et à la façon, la gestion, à l'organisation, que ça vous fasse pas une charge encore et que vous puissiez vous rémunérer justement suffisamment sans toujours... Et puis même au-delà de nos propres salaires personnels, oui, bien sûr, on y pense aussi, mais en fait, c'est même pour la communauté, parce que s'il y a plus si on n'est pas rentable, il y a plus de TPF, donc il y a plus de rien du tout. Donc même pour tous nos membres, pour tout le monde, il faut qu'on trouve des solutions pour avancer. Enfin, on n'a jamais cessé d'avancer dans le bon sens, donc voilà, mais essayer d'accélérer un peu le processus. Et est-ce que ça te fait peur du coup qu'il n'y ait plus de TPF un jour? Non, ça me fait pas spécialement peur parce que je suis très tout arrive pour une raison. Donc si demain il y a X, Y raison qui nous fait dire, penser, ressentir que TPF doit s'arrêter, ça s'arrêtera, et je verrais plus ça comme une nouvelle étape, et voilà, une page qui se tourne. Ce serait certainement un peu triste quand même du fait que ça implique plein de relations humaines, forcément à ce niveau-là, voilà. Mais je dirais pas que j'ai peur de ça. Ok, trop bien. Et tu parlais tout à l'heure, enfin vous l'avez évoqué, qu'en début d'année c'était compliqué, voilà, qu'il y a des difficultés. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, si tu peux nous en parler un petit peu? Alors tu vois, c'est toi Lise qui a remis ça sur le début de l'année exactement. Moi je me souvenais même pas vraiment, tu vois, que c'était pile à cette période-là. Parce que je te dis qu'il y a tellement de hauts et de bas qu'en fait au bout d'un moment tu sais plus quand est-ce que ça allait être top, quand est-ce que c'était bof. Donc bon, c'était peut-être plus ou moins sur le début d'année. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement que on a commencé à se payer toutes les deux, justement, parce qu'avant ça on payait pas Lisa. Donc du coup ça a été financièrement le gros gap, enfin le saut dans le vide de passer de 1 à 2 salaires. En plus, on avait des frais, tu vois, on a changé de cabinet d'avocat, de cabinet de compta, etc. Donc,
frais juridiques, on a changé de statut, enfin bref, donc plein de frais et tout. Donc il y avait l'aspect financier. Et il y avait aussi l'aspect, on venait de tout donner pendant 4 mois. Les 4 derniers mois de 2023, ça a été du rush positif, mais intense. Et donc, comme à chaque fois qu'il y a un énorme rush, derrière, il y a une période de « ouh, c'était dur et c'est dur de reprendre ». Donc, c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois, genre, en plus, hiver, bon, voilà, on connaît tous l'impact de l'hiver aussi. Mais du coup, c'est un peu ça, c'est qu'on avait la sensation que on avait fait de super belles choses sur les 4 derniers mois, on avait la preuve que quand on bouge un peu plus le petit doigt et qu'on passe vraiment à l'action, il se passe des choses de ouf. Et à la fois, vu qu'on était encore, tu vois, en mensuel, on a aussi constaté sur les 3 premiers mois de l'année que finalement, au vu de la conjoncture actuelle, au vu de plein de raisons, le turnover restait quand même hyper fort au sein de la communauté. Donc en fait, on a plein de membres qui faisaient des allers-retours, etc. Sauf que nous, en termes de gestion, d'animation, etc., c'est dur. Et en fait, quand ton cœur de métier, c'est d'animer une communauté et que tu sens que ta communauté, elle est mouvante, tu vois, genre pas là en mode tout le temps solide, stable et tout, toi, ça te rend instable aussi, tu vois. Donc il y avait aussi cet aspect-là de qu'est-ce qui se passe, on n'arrive plus à suivre les mouvements là tu vois, des filles. Et du coup, je pense que ça joue aussi. En fait, c'est un ensemble de choses, mais je pense que ça joue aussi, de fait de voir il y a pas mal de membres qui sont partis, déjà malheureusement, parce qu'il y en a plein qui ont arrêté leur activité ou qui ont repris une activité salariée. Et puis il y en a d'autres qui disent je pars là mais je reviens dès que je peux et tout, pour l'aspect financier, ou des fois c'est parce que pendant une période de temps, justement elles ont pas le temps, elles arrivent pas à trouver le temps. Ça dépend un peu les raisons, mais on a la chance de jamais avoir de filles qui partent en mode parce qu'elles sont pas contentes, donc ça c'est une bonne chose. Et en plus du coup, même les filles qui restent pas nous recommandent quand même, etc. Donc bon, ça reste hyper positif, mais dans les faits, dans les chiffres et dans ce que nous on voit, c'est que tous les matins, on a une notif où on a le nombre de personnes qui sont parties cette semaine. Et quand tu commences ta semaine avec ça et que c'est un peu plus que d'habitude, t'es là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et je pense que ça jouait de ouf. Ouais, c'est là où tu vas te remettre en question, c'est là où tu vas commencer à regarder ton budget prévisionnel, où tu dis, oula, du coup, c'est plus trop ce qu'on avait prévu, justement, comment on réadapte, comment on ajuste, etc. Ouais, exactement. Ouais. Et ça vous faisait peur justement de voir certaines fois ces gros chiffres, entre guillemets, enfin en tout cas chiffres plus élevés, ça vous a créé cette peur un peu Ouais, après on sait que souvent ça a une répercussion moyen terme, enfin pas immédiate en fait en termes de chiffres, etc. Donc par exemple si je dis n'importe quoi, je sais plus ce que les chiffres en tête, mais imaginons si en janvier on a eu plus de membres qui sont partis, je crois que c'était février plutôt d'ailleurs, je sais plus. Bref, ça va être l'impact sur les finances et tout, ça va être deux mois plus tard, tu vois. Donc en fait il y a toujours un décalage, donc on panique pas sur le coup parce qu'on sait que c'est pas genre demain il y a plus R. Mais on est en mode, ok, là il faut réagir parce que il faut que d'ici 2 mois il y ait quand même autre chose d'enclenché, etc. Du coup, je dirais pas vraiment que ça fait peur parce que on sait en gros comment rebondir. En fait, si ça se passe pas comme on veut, on sait comment rebondir individuellement, etc. Donc c'est pas vraiment de la peur, mais c'est plus on se met une pression, quoi. Ok, ça marche. Ouais, et puis je crois que tu disais, il y a personne qui dépend de toi non plus à la maison. Enfin, vous n'avez pas d'enfants à gérer ou qui peuvent rajouter cette pression supplémentaire, peut-être de se dire, ouais, il faut vraiment faire quelque chose là tout de suite, maintenant, hier, pour. Ouais, clairement. Je pense aux mamans, effectivement, j'ose pas imaginer le niveau de pression supplémentaire quand t'as en plus des enfants à charge. Et on a la chance que ce soit pas le cas, donc effectivement, ça enlève un poids quand même. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière chose que tu voudrais nous partager justement sur peut-être un échec aussi qui t'a marqué, qu'on n'aurait pas encore évoqué, ou est-ce que tu penses avoir fait le tour justement de l'envers du décor de TPF finalement? Après, il y a plein de petits échecs, tu vois, quand tu testes un truc d'un point de vue marketing, comme machin, t'as un truc, ça marche pas, et voilà, c'est plein de micro-échecs tout le temps, de toute façon. Mais rien qui m'ait, tu vois, suffisamment marqué pour même pouvoir te citer un exemple là. Donc bon, voilà. Après, pour moi, c'est des échecs entre gros guillemets, c'est quasi le quotidien d'un entrepreneur qui passe à l'action. Ou alors, pour moi, c'est quelqu'un qui passe pas à l'action. Donc rien en particulier, si ce n'est que c'est juste 100% normal d'avoir des échecs très régulièrement, quoi. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu auras un conseil à donner peut-être, alors
peut-être un conseil un peu organisation, justement, structuration, enfin très factuel, passage à l'action, voilà, et un conseil peut-être plus santé mentale. Alors tout à l'heure, tu nous as dit, voilà, pas sous-estimer non plus la valeur de votre travail pour que justement ça enlève un peu la pression financière. Mais voilà, est-ce que tu as d'autres, des petits conseils à donner pour mieux vivre ses échecs finalement? Pour mieux vivre ses échecs, c'est hyper délicat parce que c'est tellement différent selon les gens. Depuis que je travaille avec Lisa, je me rends compte, on est tellement opposés qu'en fait, je me dis mais ouais, moi, oui, j'ai des conseils à me donner à moi parce que maintenant que je sais comment je fonctionne, je sais comment mieux gérer un truc. Mais en fait, un truc qui marche pour moi sera très différent pour les autres. Et une phrase bateau, c'est une phrase bateau, donc je pense que plus tu... Bah, du coup, c'est un peu lié, les deux conseils, mais plus tu passes à l'action, plus t'as confiance en toi. Bon, à moins que t'aies vraiment que des gros fails. Et du coup, ça peut avoir l'effet inverse sur ta confiance en toi. Mais en théorie, quand même, sur le lot, voilà. Et je pense que le passage à l'action donne confiance en soi et fait relativiser les échecs. Et parce que du coup, plus t'en connais, plus, bah, au bout d'un moment, c'est la routine, et voilà. Donc, pour moi, tout réside dans le passage à l'action. Je suis très centrée là-dessus. Et je crois que ça aide beaucoup. Après, je comprends qu'il y en ait qui aient des blocages, justement, par rapport au fait de passer à l'action, tout simplement par, je sais pas par où commencer, où je suis éparpillée, ou voilà. Et dans ce cas-là, je pense que c'est qu'il y a un problème au niveau de la base. Donc, il faut reprendre les bases, repartir de soi déjà, de sa propre vision de la vie en général, de sa propre personnalité, etc. Et après, d'un point de vue business, repartir en partant de soi, tu vois, revoir les fondations, donc le pourquoi, la vision du business, etc. Pour moi, si on ne sait pas par où, dans quel sens aller, comment agir, etc., c'est qu'il y a un problème sur les fondations, quoi. Donc, je dirais de repasser un petit coup dessus et de repartir à l'action après. Trop bien. Ouais, il y a un truc super intéressant que tu as dit, c'est finalement, il n'y a pas de conseil bateau parce que c'est en fonction de comment chacun fonctionne d'une personne à l'autre. Donc finalement, comme tu le dis, peut-être le plus important, c'est de comprendre comment toi tu fonctionnes, que ce soit côté business ou perso, voilà, stratégie, etc. Mais comprendre comment toi tu fonctionnes pour derrière trouver la meilleure manière de rebondir, quoi. Donc, carrément, je suis 100% pour cultiver l'unicité de chaque être humain et de chaque entrepreneur. Et je pense qu'il n'y a aucun conseil qui est applicable à tout le monde. Donc oui, je survalide cette vision-là. Merci beaucoup, Emeline, pour cette interview hyper riche. Je pense qu'on a vachement balayé un petit peu toute la vie cachée de TPF et toi, de ce que tu as pu traverser, vivre, ressentir, etc. Merci beaucoup d'avoir été hyper honnête et authentique avec nous dans cet échange-là. Si du coup, il y a des gens qui veulent te retrouver, ou plutôt nous retrouver chez TPF, comment on peut nous rejoindre? Merci déjà pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir et j'aime bien parler de ces sujets-là, même si bien sûr on parle pas que de lose et d'échecs sur TPF et dans mes posts et compagnie. Il y a aussi plein de réussites voilà, à mettre en parallèle toujours. Mais pour retrouver TPF, du coup le plus simple c'est Insta, en vrai c'est là où on est le plus actif, donc c'est @tapotfreelance, tout attaché. Voilà, et après on a un site tapotfreelance.com. C'est les deux endroits les plus pertinents, je pense, parce que LinkedIn, la page, elle pionce. Je sais même pas si ça sert à quelque chose d'avoir une page sur LinkedIn. Voilà. Parfait. Bon, c'est super. Ça marche. Merci beaucoup, Emeline, d'être venue. Ça nous a fait très plaisir. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde aussi d'entendre que tout au long d'une aventure entrepreneuriale, voilà, c'est les hauts, les bas, c'est les montagnes russes. Mais ce que tu as dit, c'était intéressant, c'est que finalement... c'est la vie normale d'un entrepreneur, quoi. En fait, les échecs, c'est classique. Exactement, classique shit. En fait, rien de plus, voilà, rien de plus, rien de moins. On est pour normaliser l'échec ici, carrément. Et c'est un grand plaisir de discuter avec vous. Donc, merci à vous pour l'invite. Merci beaucoup. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic.
Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?